Donc je pense que la plupart des participants sont déjà arrivés. Donc bienvenue à tous. Aujourd'hui on va faire le webinaire 3D et ArcGIS pour découvrir les possibilités. Et donc au cours de ce webinaire, on va présenter les capacités 3D dans ArcGIS Pro et on va montrer comment convertir des informations 2D en informations 3D et comment les intégrer ces données 3D provenant de différentes sources. Et donc on va voir aussi certains exemples pratiques pour se plonger dans ce monde 3D d'ArcGIS. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par une introduction avec les capacités 3D à travers la plateforme ArcGIS. On va parler des concepts de base du SIG en 3 dimensions, des différents types de données qu'on va pouvoir intégrer dans une scène 3D. Et puis on va avoir 3 cas pratiques, donc 3 petites démonstrations. Premièrement, les analyses en 3 dimensions. Deuxièmement, les animations 3D. Et ensuite, le LiDAR dans ArcGIS Pro. Et alors on terminera avec les liens, comme d'habitude, et la séance de questions-réponses. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont habitués à nos webinaires, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Et comme ça, on prendra le temps à la fin, je prendrai le temps à la fin d'y répondre du mieux que je peux. Donc n'hésitez surtout pas. C'est parti. Donc, les différentes capacités 3D d'ArcGIS. Donc, on a pas mal de capacités différentes. Premièrement, la cartographie intelligente. Donc, avec la 3D, on va pouvoir avoir une visualisation plus réaliste. Donc, que ce soit avec des objets 3D dans nos scènes, ou bien avec des symboles 3D pour représenter des entités 2-dimensionnelles. On va pouvoir vraiment avoir une vue plus réelle de la réalité. Ensuite, en dessous, ici, on a la volumétrie. Donc, effectivement, on va pouvoir calculer des volumes. On va pouvoir, par exemple, réaliser des tranches interactives, donc ce qui va nous permettre de supprimer temporairement une partie de l'affichage d'une scène pour révéler donc le contenu qui est masqué derrière. Ensuite, on a les analyses en 3 dimensions, donc que ce soit des analyses de visibilité, l'impact d'une inondation, etc., ou bien l'analyse d'une ombre. Et donc ça, par exemple, ça va être utile pour obtenir des avis d'urbanisme lors de la conception d'un nouveau bâtiment. On va par exemple réaliser cette analyse d'ombre pour pouvoir présenter ça aux citoyens concernés et donc éventuellement obtenir le permis d'urbanisme. Ensuite, on a la modélisation de la ville. Donc, effectivement, on va pouvoir réaliser des jumeaux numériques, des digital twins. Ça, c'est aussi pour tous ceux d'entre vous qui travaillent avec du BIM, du CAD, etc. Ou bien simplement avec des modèles plus simples. On va faire une extrusion d'un polygone pour avoir un modèle simplifié d'une ville. Donc, ça, on va voir aussi tout à l'heure. Et ensuite, la réalité augmentée ou réalité virtuelle euh, qu'on peut aussi atteindre avec notre SIG. Et donc, comment est-ce que tout ça, ça se traduit dans la plateforme ArcGIS? Donc, effectivement, vous savez qu'il y a tout un tas d'applications et de logiciels dans le monde d'ArcGIS. Et donc, la 3D est vraiment intégrée à travers toute cette plateforme. Donc, premièrement, évidemment, on a ArcGIS Pro. Donc, on peut faire de la 3D dans ArcGIS Pro. Et ça, c'est évidemment un avantage par rapport à l'ancêtre ArcMap, où certains d'entre vous le savent peut-être, on avait uniquement la 2D. Et donc, on avait un logiciel séparé, ArcScene et ArcGlobe, donc même 2 logiciels séparés pour faire de la cartographie en 3 dimensions. Donc avec ArcGIS Pro, tout ça est intégré dans un seul logiciel et on peut faire de la visualisation, on peut partager des cartes 3D, donc des scènes, on va appeler ça 3D, faire de l'analyse et de la gestion de données 3D. On a aussi ArcGIS City Engine ici, qui va nous permettre de faire la modélisation. Donc on va créer des paysages urbains et de la réalité virtuelle beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment un software qui est fait pour ça. On a aussi le Scene Viewer, l'Experience Builder, etc. Et donc c'est vraiment intégré à travers toute la plateforme. Donc ici on a le Scene Viewer qui va nous permettre de partager sur le web nos scènes web. On va pouvoir développer nous-mêmes des applications 3D avec l'API JavaScript 4.x. Créer aussi une application web 3D sans avoir besoin de savoir coder avec l'Experience Builder, qui est vraiment un builder. Vous allez pouvoir assembler différents blocs, des widgets on appelle ça, ensemble pour créer une expérience utilisateur unique. Ensuite, on a les story maps. Donc là, c'est encore une application qui est sympa et intéressante. C'est très simple à configurer. On va de nouveau pouvoir créer une interface utilisateur et raconter une histoire avec nos données, nos cartes, nos dashboards, donc nos tableaux de bord, etc. Et ensuite, pourquoi pas créer un hub, un site open data et partager nos données 3D sur ce hub-là.
Alors au niveau un peu des concepts basiques de la 3D avec ArcGIS, il faut faire la distinction entre les scènes locales et globales. Donc tout à l'heure j'avais dit qu'on avait précédemment avec ArcMap deux logiciels ArcScene et ArcGlobe, et ces deux logiciels c'était justement cette différence entre créer des scènes locales et globales. Donc, quand on crée une scène locale, on va pas considérer la sphéricité de la Terre, donc on considère qu'on est sur une étendue assez restreinte, assez petite, et donc on va utiliser un système de coordonnées projetées, comme dans nos cartes 2D, on va travailler sur une surface plane, et donc avec notre système de coordonnées projetées, on peut avoir des objets 3 dimensionnels sur cette surface plane. Tandis que d'autre part, quand on utilise une scène globale, ça veut dire qu'on ne va pas, qu'on va considérer justement la sphéricité de la Terre, on va pas approximer que c'est une surface plate, et donc on va utiliser un système de coordonnées géographiques à ce moment-là euh, pour pour bien rendre compte de cet aspect qui n'est pas plat de notre Terre. Et donc ça va être beaucoup plus intéressant quand on va cartographier sur des beaucoup plus grandes étendues. Alors, autre concept assez basique pour la 3D avec ArcGIS, on a donc toujours une source d'altitude dans notre scène. Donc, par défaut, quand vous allez créer euh, votre scène 3D, vous allez avoir une source d'altitude d'une scène, donc une source pour définir où est le sol, et vos entités, par défaut, vont être placées sur cette surface d'altitude. Maintenant, ce service, il est mondial, c'est le service d'Argis Online, et donc peut-être qu'il a une moins bonne résolution. Et donc, ce qu'on va souvent faire, qui va être plus intéressant, ça va être de ajouter une surface d'altitude personnalisée de sol, et donc avec ça, avoir une idée plus réelle du relief qu'on a dans la zone qu'on veut cartographier. Alors, dans une scène 3D, quels sont les différents types de données qu'on va pouvoir intégrer? Donc, on va voir en revue certains types de données. Premièrement, on peut utiliser des données 2D dans une scène 3D. Donc, par exemple, ici, on a simplement une couche de polygones 2 dimensionnels et on va les représenter en 3 dimensions via l'extrusion. Donc, l'extrusion, c'est le fait de étirer un polygone, une ligne ou un point, donc des entités 2 dimensionnelles, sur l'axe des Z selon un attribut. Donc, on voit ici dans la fenêtre d'ArcGIS Pro en haut qu'on a choisi de faire une extrusion sur base de l'attribut h-toit, donc hauteur-toit, et avec l'unité mètre. On peut aussi utiliser une expression, donc par exemple multiplier cette hauteur par une certaine valeur. Et donc avec cette simple extrusion de polygone 2D, on a pu créer un modèle 3D LOD1, donc Level of Detail 1, avec l'étirement de nos polygones 2D, donc selon l'attribut hauteur. Donc qu'est-ce que c'est ce LOD1? Une petite parenthèse sur le modèle LOD, Level of Detail. C'est vraiment la technique utilisée dans la modélisation 3D qui va définir le niveau de détail d'un objet. Et donc parmi plusieurs niveaux de détail prédéfinis, suivant par exemple la taille qu'aura l'objet à l'écran. Donc au fur et à mesure qu'on zoome, dézoome, on va vouloir que notre modèle 3D ait plus ou moins de détails. Donc par exemple le LOD1 c'est simplement l'empreinte du bâtiment, le LOD0 pardon, le LOD1 c'est ce qu'on vient de créer, donc c'est un solide d'extrusion simplement. Le LOD2 il va souvent être utilisé pour la modélisation, donc c'est une enveloppe extérieure géométriquement simplifiée, donc ici de notre maison. On n'a pas les petites fenêtres, etc., mais on a déjà le toit. LOD3, on a vraiment une modélisation plus précise et détaillée. Et alors, LOD4, on a carrément une modélisation intérieure de notre objet. Donc ça, c'est le premier type de données. C'est des données 2D sur lesquelles on pouvait faire une extrusion. Sinon, deuxième type de données 2D de nouveau qu'on peut utiliser dans nos couches 3D, c'est une couche 2D qu'on va venir draper sur notre surface d'altitude ou sur n'importe quelle surface d'altitude en fait, pas spécialement la surface du sol. Donc ici, typiquement, on a une orthophoto 2D qu'on va venir déposer sur la surface 3D qui représente le relief ici des montagnes. Ensuite, on peut avoir des couches de scènes de points. Donc c'est ce qu'on a ici qui est représenté par les arbres de cette montagne. Donc on a simplement des points qu'on va représenter par des symboles 3D. Et donc les points ne doivent pas nécessairement être des entités 3D. Ensuite, on peut aussi avoir une couche de scènes d'objets. À ce moment-là, l'objet inhéremment est 3 dimensionnel. Donc ici, on a des bâtiments et les arbres de la ville de New York. Et ils ont été dessinés vraiment vertex par vertex. Pour les représenter en 3 dimensions. Et donc on a une visualisation super interactive et réaliste de l'environnement dans son ensemble.
On peut aussi avoir des couches de scènes de bâtiments, donc de nouveau pour ceux d'entre vous qui travaillent avec du CAD ou du BIM, avec AutoCAD, avec l'Autodesk Construction Cloud. Il y a vraiment une interaction très forte entre ces deux mondes-là, donc on peut importer nos modèles BIM dans ArcGIS et les transformer en couches de scènes de bâtiments et les intégrer dans nos scènes 3D et les partager dans nos applications, etc. Ensuite, on peut aussi utiliser des nuages de points, donc LIDAR par exemple. Un nuage de points, c'est une collection de points dans un espace 3D où chaque point représente vraiment des coordonnées spatiales, X, Y, Z, d'un point réel dans l'environnement. Et les nuages de points peuvent être obtenus à partir de scanners laser, de capteurs de profondeur, de techniques de photogrammétrie, etc. Et donc, ils vont être utilisés dans la cartographie 3D pour reconstruire des scènes, détecter les objets aussi et la réalité virtuelle. Et ça, on va faire un petit zoom sur le lidar dans la suite de la présentation. Et puis, on a aussi des couches de scènes de maillage intégré. Finalement, dernier type de données 3D dont on va parler. Ici, c'est une moquette de stockage et de représentation de nos données 3D qui va combiner les informations géométriques, mais aussi la texture du matériau. Et donc, on va former vraiment une scène réaliste et interactive. Donc, comme vous pouvez le voir, on a vraiment une vue sur la texture, par exemple, ici, de nos rochers, euh, qui donne un aspect encore beaucoup plus réel à notre scène. Alors ensuite, on va passer donc aux trois petites démonstrations dont je vous avais parlé, donc les exemples un peu pratiques de ce qu'on va faire avec la 3D dans ArcGIS. Premier exemple, c'est une analyse 3D. Donc dans ce cas-ci, ça va être une analyse de visibilité grâce à la toolbox 3D Analyst. Et donc je vais lancer une petite vidéo que j'ai déjà préenregistrée de ma démonstration. Voilà. Alors ici, pour démontrer notre 3D Analyst, je vais faire une petite analyse de visibilité, donc en 3 dimensions, en utilisant certains des outils de la toolbox du 3D Analyst. Donc ici, pour le contexte, on a un petit modèle 3D de la ville de Philadelphia, aux États-Unis. Donc c'est une scène locale en ArcGIS Pro, dans laquelle on a entre autres des bâtiments sous forme d'une classe d'entité multipatch. Donc cette classe d'entité multipatch, ce sont des objets 3D en fait avec une enveloppe. Et donc vous voyez bien que les faces de mes polygones 3D sont texturisées. Et donc j'ai une représentation visuelle qui est plus proche de la réalité. Alors, pour le contexte ici de mon analyse de visibilité, vous voyez que j'ai aussi une parade route, donc un itinéraire de parade qui traverse ma ville. Ici, c'est la ligne rouge. Et donc, j'ai aussi deux observateurs qui sont placés sur les bâtiments. Donc, j'en ai un premier qui est ici au-dessus et un deuxième qui est là-bas au-dessus de ce bâtiment-là. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'à partir de ces deux points d'observation, je peux avoir une visibilité sur tout mon itinéraire de parade. Donc, ce serait pour des questions de sécurité, pour pouvoir surveiller l'itinéraire tout au long de l'événement. Alors, pour répondre à cette question, je vais exécuter des outils de géotraitement de ma toolbox. Et donc, je vais me rendre ici dans mon panneau de géoprocessing. Et alors, si je connais le nom de mes outils, je peux directement les retrouver via la barre de recherche. Mais je peux aussi les retrouver via ici le menu Toolbox, dans lequel je peux aller chercher tous les outils de la Toolbox 3D Analyst ici. Et puis ici, j'ai même une catégorie Visibility qui va me donner les outils qui m'intéressent. Donc le premier outil que je vais exécuter, c'est l'outil Construct Sightlines, qui va me permettre de donc construire ces lignes de visibilité, ces lignes de visée entre mes observateurs et ma cible, qui est l'itinéraire de la parade. Donc ici, je vais renseigner ma couche de points observateur, ma couche parade route ici comme cible. Je vais donner un output pour le nom de la classe d'entité de sortie. Donc ici, je vais mettre sightlines. Alors les deux prochains champs, ils ont été remplis automatiquement avec les champs d'altitude de mes couches d'entité observateur et cible. Et ensuite, je vais encore pouvoir renseigner une distance d'échantillonnage. Donc voilà, tous les combien, enfin à quelle distance seront deux lignes de visée. Alors dans ce cas-ci, l'unité, donc l'unité c'est pour tous les outils de géotraitement, c'est toujours comme ça, c'est l'unité de la classe d'entité. Et donc dans ce cas-ci, on a des couches qui sont dans un système de coordonnées NAD 83, un système de coordonnées qui est propre à cette zone géographique-ci aux États-Unis, qui est bien optimisé pour cette zone-là. Et ce sont des systèmes de coordonnées qui ont leurs unités en pieds américains. Et donc ici, je vais créer des lignes de visée à 30 pieds les unes des autres. Et donc je vais aller exécuter cet outil. Et ça va être un certain temps. Et une fois que c'est fait,
on a notre nouvelle couche d'entité ici dans le contenu et qui met un certain temps à venir s'afficher ici. Alors, je vais pouvoir maintenant configurer la symbologie sur cette couche pour que vous voyez un peu mieux, parce qu'ici, on a vraiment beaucoup de lignes. Si je navigue en 3D, je peux peut-être me mettre ici près d'un observateur, et vous voyez effectivement que j'ai des lignes qui partent de mon observateur vers tous les points de mon itinéraire de parade. Alors, donc, comme je disais, je vais changer la symbologie pour que ce soit un peu plus clair. Donc, je sélectionne ma couche, je vais dans l'onglet Apparence ici, et Symbologie. Et ensuite, je vais définir que je veux une symbologie avec des valeurs uniques pour avoir une couleur pour chacun de mes deux observateurs. Donc ici, sur base du champ OID observateur, je vais changer la palette de couleurs pour que ce soit des couleurs un peu plus différentes. Voilà. Et donc, vous voyez ici que j'ai toutes les lignes vertes qui représentent les points qui partent de cet observateur-ci vers tous les points de mon itinéraire, et des lignes bleues qui partent de cet observateur-là vers tous les points de l'itinéraire. Alors évidemment, on voit que certaines de ces lignes traversent des bâtiments, et donc c'est ça la prochaine chose qu'on va devoir déterminer, c'est où est-ce que les lignes traversent les bâtiments, et donc quels points de mon itinéraire ne sont pas couverts par une visibilité depuis un point ou les deux points carrément. Donc pour faire cette prochaine étape de mon analyse, je vais aller chercher un deuxième outil de géotraitement. Donc je vais retourner ici dans mon panneau de géotraitement et je vais aller chercher l'outil ici Line of Sight. Et dans cet outil-là, je vais renseigner, voilà, c'est un outil qui va déterminer la visibilité sur mes lignes de visée par rapport à des obstructions qui peuvent venir du modèle d'élévation, et puis dans ce cas-ci aussi de notre classe d'entité 3D multipatch. Donc je vais mettre ici en input surface la surface d'élévation de ma scène locale. Input line features, je vais mettre mes sightlines que je viens de créer. Et puis, les entités pour les obstructions, ce sera mes building subsets. Et alors, je vais créer cette classe d'entité de sortie que je vais peut-être plutôt appeler parade visibility. Et donc, je vais aller exécuter cet outil. Et voilà, du coup, mon outil a terminé de runner. Je vais désactiver ma couche sidelines ici. Et on va plutôt voir ici notre couche parade visibility pour laquelle j'ai un code couleur assez clair. Donc, les lignes vertes, ce sont les lignes qui ne sont pas interrompues par, par un bâtiment ou bien la surface d'élévation qui entre en jeu. Ici, comme nos observateurs sont en altitude, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Et puis les lignes rouges, c'est celles qui ont traversé un building et qui donc ne permettent pas d'atteindre la cible. Alors, si je veux, je peux aussi améliorer la visibilité pour avoir une meilleure vue sur mon itinéraire de parade en mettant par exemple une requête de définition sur ma couche parade visibility. Donc pour ça, je vais aller me rendre dans mon onglet Data ici, Definition Query. Donc vous voyez que je me retrouve dans mes propriétés de ma couche et je vais créer une requête de définition où je vais dire que je veux uniquement visualiser les lignes pour lesquelles viscode est égal à 2. Apply. OK. Et donc ici, on n'affiche plus que les lignes de visée qui sont rouges. Et donc on voit qu'on a une portion de l'itinéraire ici où mon observateur numéro 1 ne voit pas la ligne, mais par contre l'observateur numéro 2 la voit bien. J'ai une autre portion ici pour l'observateur numéro 1. Par contre, le réel problème se situe plus au niveau de cette zone-ci, puisqu'on voit qu'on a des lignes qui viennent des deux côtés et que donc toute cette portion-ci de ma parade n'est pas recouverte en termes de visibilité par un de mes deux observateurs. Voilà, donc ça c'était une courte petite démo des choses qu'on peut faire en termes d'analyse de visibilité avec la toolbox 3D Analyst. Donc voilà. Voilà. Donc c'était la première démonstration pour les analyses en 3 dimensions. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec la 3D qui peut être sympa? C'est des animations. Donc les animations, c'est vraiment qu'on va créer une sorte de vidéo
on va montrer par exemple un chemin dans une scène 3D, donc c'est l'exemple que j'ai choisi, que je vais vous montrer juste après. On va par exemple montrer le chemin emprunté par les alpinistes pour monter au sommet de l'Everest. Donc au lieu de manuellement naviguer comme ceci et d'enregistrer par exemple une capture d'écran, on va vraiment créer une sorte de vidéo où on peut à chaque fois la rejouer de la même façon. Donc ces animations, en fait, ce sont des enchaînements de keyframes ou d'images clés. Donc c'est des vues de données qui sont spécifiques et toutes ces images clés sont reliées par des transitions. Et donc on va pouvoir exporter ça en tant que vidéo. Donc ici en dessous sur la petite ligne du temps, on voit les images qui sont les keyframes et on voit entre deux keyframes qu'on a à chaque fois un petit logo qui représente la transition. Donc ces images clés, il faut savoir qu'est-ce que c'est en fait finalement, c'est donc une sorte de snapshot où on a une étendue de notre carte avec des propriétés de la carte. Donc qu'est-ce qui est l'étendue visible, comme une sorte de géosignet. Et aussi s'il peut y avoir un temps qui est défini dans le cas où la carte comprend une dimension temporelle. Et puis aussi les propriétés de la couche. Donc sur un keyframe, on peut aussi afficher, désafficher certaines couches, régler une transparence, etc. Et puis on va pouvoir aussi manuellement moduler chaque transition entre deux images clés. Donc je vais de nouveau lancer ma petite démonstration pour les animations. On va voir comment on peut créer cette animation qui retrace le chemin des alpinistes sur l'Everest. Donc voici une scène 3D dans ArcGIS Pro, c'est une scène globale comme vous pouvez le voir ici, qui représente donc le mont Everest et ses alentours. Alors cette représentation 3-dimensionnelle du mont Everest, elle est générée rien que par deux couches ici. Donc en fait on a une surface d'altitude, une surface d'élévation World Elevation 3D. Donc c'est le service par défaut d'ArcGIS Online auquel vous avez accès dès que vous allez créer vos scènes 3D dans ArcGIS Pro. Et donc ce service, il recouvre l'entièreté de la planète avec donc une surface d'altitude pour l'entièreté de la planète. Et sur cette surface d'altitude, on a drapé simplement une couche d'imagerie. Donc ici c'est World Imagery qui est également un service d'ArcGIS Online. Et donc ça nous donne déjà une représentation assez réaliste du mont Everest et de ses alentours. Et alors évidemment, en plus de ces deux couches-là, on a d'autres couches telles que ici les couches de notation par exemple avec les noms des montagnes, et puis des couches pour représenter les différents camps de base, enfin les différents camps en fait par lesquels passent les alpinistes qui gravissent l'Everest. On a aussi des petites représentations ici des alpinistes en tant que tels qui tracent leur chemin, etc. Maintenant le but ça va être de créer une animation pour représenter ce chemin qui est emprunté par les alpinistes lorsqu'ils vont jusqu'au sommet de l'Everest. Et donc pour ce faire, on va générer une animation dans ArcGIS Pro et ça se fait via l'onglet Vue ici. On a un groupe animation dans l'onglet Vue et donc on va simplement cliquer Ajouter pour créer cette animation. Ici on a donc un panneau chronologie de l'animation et on va pouvoir créer notre première image clé. Donc l'animation c'est effectivement un enchaînement d'images clés avec des transitions spécifiques entre ces images clés. Alors notre première image clé, on va récupérer une vue de la montagne en entière, donc par exemple celle-ci, et je vais cliquer créer la première image clé, et donc elle vient s'insérer ici dans ma sorte de ligne du temps d'image clé. Maintenant, plutôt que d'aller manuellement chercher les différentes images clés par lesquelles je veux que mon animation passe pour les générer, je vais importer des géosignets puisque j'ai déjà des géosignets. Donc si je vais dans mon onglet carte ici, on voit que j'ai 9 géosignets. J'ai Katmandou, donc ici c'est une vue aérienne de Katmandou, mais j'ai aussi, pardon, ici dans Géosignets, le camp de base, les différents camps aussi, donc ici on voit le camp de base, les différents camps par lesquels passent les alpinistes, mais aussi une cascade de glace, etc. et puis jusqu'au sommet. Et donc on va importer tous ces géosignets en tant qu'image clé, et donc pour ce faire, je retourne dans mon onglet animation ici, et je clique importer géosignets en survol. Donc vous avez vu que j'avais deux options pour importer mes géosignets, j'avais survol et visite. Donc effectivement, ça va générer la transition que j'aurai entre mes images clés. Donc ici, mes géosignets sont en train de se convertir en images clés, et on voit qu'à chaque fois, entre deux images clés, j'ai un petit logo qui représente la transition. Maintenant, je peux manuellement aller changer la transition entre deux images clés spécifiques pour configurer ça. Donc j'avais 9 géosignets plus une image clé créée manuellement, donc j'ai bien 10 images clés, donc tout a été bien importé. En cliquant dessus, on peut voir d'ailleurs à quoi ressemble chaque image clé. Et je vais déjà commencer par simplement jouer l'animation telle qu'elle a été générée rien qu'avec les bookmarks. Et puis on va pouvoir voir comment on va adapter cette animation pour la rendre
meilleure. Donc ici, on commence par avoir une image aérienne, c'est peut-être pas si utile que ça. Et ensuite, on voit qu'on passe par les différentes étapes. Mais c'est un peu rapide, donc on va peut-être rajouter des pauses à certains endroits. Et alors, on va aussi peut-être devoir changer ici, entre le camp 3 et le camp 4, on voit qu'on passe derrière la montagne, et ça c'est pas la meilleure façon de faire. Alors je vais cliquer ici sur tous mes images clés pour les faire charger, et voir laquelle correspond à quoi. Donc on avait plusieurs choses à changer. La première chose, c'est qu'on veut supprimer une image clé. Donc celle-ci, la vue aérienne, elle nous est pas utile. Donc je vais simplement cliquer sur supprimer ici pour me débarrasser de cette image clé là. Ensuite, on s'est dit que c'était pas assez long le temps de voir un camp de base ou un autre camp. Et donc je peux ajouter une pause sur une image clé. Et donc pour ce faire, je vais simplement cliquer sur pause ici. Et alors pour configurer ça, je vais cliquer sur propriétés. Et ici, je vais voir que je vais pouvoir changer donc le temps. Par exemple ici, ma pause elle dure 2 secondes. Et bien peut-être qu'une seule seconde ça suffit. Et donc si on veut, on peut voir à quoi tout ça ressemble. Donc je vais relancer l'animation ici. Et on voit qu'on a une pause sur le premier camp de base et puis qu'on continue d'avancer. Donc je vais mettre sur pause l'animation. On peut créer donc d'autres pauses pour d'autres endroits spécifiques. Maintenant, on avait aussi un problème de transition entre le camp de base 3 et 4. Donc ici, on avait, si je viens montrer de nouveau entre le camp 3 et 4, on passe derrière la montagne et c'est pas top. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir changer la transition ici entre, au lieu de l'option constant ici, on va faire une transition par saut. Et donc on va avoir un hop vertical de la caméra. Et donc ici, je vais venir définir la hauteur du saut. Donc je peux mettre un saut qui soit plus ou moins haut. Et je peux aussi afficher en fait le trajet de ma caméra. Donc si je vais dans l'affichage ici, je vais montrer chemin et image clé. Et je vais un peu rapetissir ici. Et donc je vois ici le trajet de ma caméra et je vois qu'entre le keyframe 8 et 9, j'ai un saut assez élevé. Peut-être que ça m'intéresse d'avoir un saut un peu moins élevé. Et donc ça de nouveau, on peut par exemple relancer ici pour voir si ça nous convient. Ok, donc là on a une hauteur qui est pas mal. Voilà, donc ça c'est un peu les différentes choses qu'on peut faire avec une animation. Et alors évidemment, quand on a terminé notre animation, quand on est satisfait de notre vidéo, on va pouvoir l'exporter ici en tant que film et donc l'exporter en tant que fichier ou bien directement le publier vers un des réseaux que vous voyez là. Voilà, donc ça c'est les animations, c'est assez sympa pour créer des visualisations en 3 dimensions et les partager peut-être avec le grand public. Et puis dernièrement, troisième exemple, ça va être un exemple de LIDAR. Donc un nuage de points LIDAR, c'est Light Detection and Ranging, donc un ensemble de données tridimensionnelles générées par l'utilisation d'une technologie LIDAR. Donc c'est des impulsions laser pour mesurer la distance entre des objets et donc créer un modèle numérique de terrain et des bâtiments, de la végétation et d'autres caractéristiques physiques de l'environnement. Et donc, de nouveau, je vais lancer ma troisième et dernière vidéo pour un petit exemple d'utilisation de données LIDAR dans ArcGIS Pro. Donc, dans cette démonstration, on va voir comment on peut utiliser nos données LIDAR dans ArcGIS Pro. Donc, comment on peut premièrement les importer, ensuite les visualiser et les analyser. Donc, pour rappel, les données LIDAR, ce sont des nuages de points, et donc chaque point a une altitude, et c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler en 3 dimensions, et donc faire des modèles numériques de surface, etc. Donc la première étape, ça va être d'importer les données LIDAR. Donc les données que j'ai ici, c'est un fichier LAS qui se trouve dans ce dossier-ci, 20 km. Et donc j'ai fait déjà une connexion à ce dossier. Mais on remarque directement que je ne vois pas apparaître ce fichier dans mon dossier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ArcGIS Pro lit des fichiers LAS, L-A-S, mais pas les fichiers LAS, L-A-Z. Donc la première étape, ça va être de convertir ce fichier LAS en fichier LAS. Donc pour ce faire, je vais aller chercher mon outil de géotraitement ici, dans mon onglet Analyse, Outils.
et j'ai un outil qui s'appelle convertir des fichiers LAS qui va me permettre de prendre en entrée mon fichier LAZ ici et de venir le convertir en fichier LAS en choisissant ici un dossier cible. On va prendre le même dossier et je vais venir exécuter mon outil. Alors une fois que c'est terminé, je retourne dans mon catalogue et je vois que si je rafraîchis ici le dossier, j'actualise le dossier, j'ai ce fichier LAS qui apparaît et que je peux venir glisser-déposer dans ma carte. Donc ici c'est bien une carte 2D. Alors ici je vois rien de spécial apparaître. Effectivement mon fichier LIDAR est caché par mon orthophoto, donc je vais venir le glisser au-dessus. Et là je vois apparaître le carré rouge qui représente l'étendue de mon fichier, de mon nuage de points. Et donc ici je vois bien tous mes points. Mais on n'a pas encore tellement d'idées de tout ce que cela représente parce que ces points sont en 2D dans une carte 2D avec simplement une représentation de l'altitude du point en fonction de la couleur. Donc les points les plus élevés sont ici en rouge et les moins élevés en bleu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir cette carte 2D en une scène 3D. Et donc pour ce faire, je vais me rendre dans mon onglet Vue ici et choisir Convertir vers scène locale. Donc effectivement ici j'ai choisi une scène locale et pas une scène globale puisqu'effectivement l'étendue de mon jeu de données est assez restreint, donc j'ai pas besoin de travailler dans un système de coordonnées géographiques. Un système de coordonnées projetées c'est bien suffisant. Alors ici donc mes points chargent dans ma scène 3D et donc du fait d'avoir une scène 3D je peux maintenant naviguer en 3 dimensions et donc par exemple venir m'orienter comme ceci pour avoir une meilleure vue déjà sur la 3D qu'on a ici dans nos points et dans notre orthophoto qui est drapé sur la surface d'altitude. Donc je vais déjà décocher mon nuage de points, rien que pour voir que j'ai donc effectivement mon orthophoto ici, comme je dis, qui est drapé sur ma surface d'altitude. Donc on a déjà une idée des différences de niveau qu'on a ici sur notre terrain. Et alors ensuite, quand je recoche mes données lidar, je vois que mes données lidar elles collent assez bien à cette altitude là, mais en plus de ça on a aussi le relief de certains objets tels que des arbres. On peut imaginer ici on a une assez bonne représentation d'un arbre, mais ce qui va nous permettre d'encore mieux visualiser ça, c'est de coloriser notre fichier LAS. Donc l'idée de coloriser le fichier LAS, c'est qu'on va attribuer à chaque point ici une couleur qui correspond à l'orthophoto qu'on a en dessous en fait. Donc au lieu d'avoir une couleur qui va dépendre de l'altitude du point simplement, on va avoir une couleur un peu plus réelle de l'objet qu'on représente dans le nuage de points. Donc pour coloriser mon fichier, je vais de nouveau utiliser un outil de géotraitement. Et cette fois-ci, c'est l'outil coloriser LAS que je vais utiliser. Et donc dans cet outil, je vais renseigner premièrement mon fichier LIDAR et ensuite mon orthophoto qui va être la source de la couleur pour chacun des points. Donc ici je prends mon fichier LAS, l'image en entrée ça va être l'orthophoto bien sûr, et ensuite je vais laisser ArcGIS Pro automatiquement calculer donc les correspondances entre les couleurs et les bandes. Donc effectivement cette translation. Et alors je choisis le dossier cible dans lequel je veux stocker mon nouveau fichier LAS colorisé. Donc on va le stocker dans le dossier LIDAR ici. Et ensuite exécuter notre outil de géotraitement. Donc on va créer vraiment un nouveau fichier LAS qui cette fois-ci sera colorisé. Alors voilà, une fois que c'est terminé, je peux me rendre dans mon catalogue et voir donc dans mon dossier LIDAR ici que j'ai un nouveau fichier LAS colorisé que je peux également donc ajouter à ma scène par un simple glisser-déposer. Le temps que ça charge. On voit d'ailleurs que c'est pas entièrement chargé parce que la petite boîte ici dans laquelle on peut cocher décocher, elle est grisée. Donc quand elle est grisée, ça veut dire que l'affichage n'est pas entier. C'est soit parce qu'on a une limite d'affichage, soit parce que c'est en train de charger. Et on voit aussi que c'est en train de charger par le petit logo qu'on avait ici en bas. Alors, ce qu'on remarque directement, c'est qu'en fait, ok, on a colorisé notre LAS, mais on n'a pas encore de différence d'affichage. Donc si je décoche l'un ou l'autre, je vois qu'en fait, mes deux fichiers LAS sont parfaitement identiques. Simplement ici on a des petits conflits d'affichage avec l'orthophoto. Mais ce que je peux faire maintenant avec ce fichier colorisé que je ne pouvais pas faire avec mon ancien fichier LAS, c'est utiliser un type de symbologie RGB. Donc je vais aller dans mon onglet contextuel ici
couche du jeu de données LAS, et dans mes options de symbologie, j'ai RVB, rouge, vert, bleu, ou RGB en anglais. Et donc ici, je vais pouvoir effectivement utiliser cette symbologie-là et désactiver l'autre couche LIDAR pour voir apparaître mon nuage de points avec les couleurs de l'orthophoto. Donc effectivement, ça c'est une option que j'ai pas avec cette couche-ci. Si je prends symbologie ici, j'ai pas la possibilité d'utiliser une symbologie en RGB. Donc ici, mon nuage de points colorisé, je l'ai colorisé en utilisant le RGB. Je vais maintenant pouvoir désactiver mon orthophoto pour mieux voir que c'est vraiment mon nuage de points qui donne la couleur. Et donc maintenant, j'ai une compréhension bien meilleure aussi des objets qui m'entourent. Donc par exemple, faire la différence entre les arbres et les bâtiments. Donc ici, on voit bien que on a un bâtiment qui est d'une couleur différente que les arbres ici qu'on a derrière. On a aussi d'autres objets qu'on va pouvoir un peu mieux reconnaître, tels que ici des maisons avec des toits. Donc si je prends un meilleur angle ici, on voit qu'on a bien des toits grâce à la couleur différente des arbres environnants. Ça c'est une option de symbologie que j'ai avec mon fichier LAS. Maintenant j'ai d'autres options aussi. Par exemple la classification, ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Donc je peux choisir ici classification. Et à ce moment-là, ArcGIS Pro va utiliser son modèle de classification. Donc c'est un modèle qui est basé sur des données d'entraînement qui permet de reconnaître que certains points appartiennent à la classe végétation et d'autres à la classe sol. Donc ici on a les points bruns qui appartiennent à la classe sol et les points verts qui appartiennent à la classe végétation. Et donc effectivement c'est pas mal. Après on a la classe non attribuée et jamais classifiée. Et donc ça par exemple, ArcGIS Pro ne reconnaît pas encore les toits des maisons, les voitures, etc. Mais on pourrait donc réassigner ces points ou bien même entraîner notre modèle avec plus de données d'entraînement pour classifier ce type de données. Donc si par exemple on entraîne notre modèle avec ce nuage de points-ci, et qu'ensuite on fait l'acquisition d'un nuage de points à côté, peut-être que notre modèle d'entraînement va permettre de directement classifier nos toits, nos voitures, etc. dans ArcGIS Pro. Voilà. Donc ça c'était l'exemple LIDAR. Ce qui nous amène déjà à la fin de la présentation théorique, enfin technique on va dire, et donc qui m'amène déjà à la section des liens. Donc comme d'habitude, je fais un petit zoom sur les différentes ressources qui peuvent être vraiment intéressantes. Premièrement, on a Learn ArcGIS, donc ce sont tout un tas de tutoriels et de petites situations pratiques où vous apprenez à utiliser l'un ou l'autre composant de la plateforme ArcGIS. Il y a aussi l'Esri Academy, qui est un autre type de e-learning. Vous avez un tas de cours auxquels vous avez accès spécifiquement si vous avez, enfin, si vous êtes un client sous maintenance, vous allez avoir accès à plein de cours en e-learning via l'Esri Academy. Il y a aussi l'Esri Community, donc ça c'est vraiment le blog des utilisateurs qui va vous permettre de poser des questions et de trouver des réponses aussi. Donc il y a tellement de gens qui ont déjà posé certaines questions que quand vous êtes bloqué quelque part, il se peut que vous retrouviez votre réponse sur le blog des utilisateurs. Et puis évidemment la documentation. Donc il y a une documentation vraiment très riche et complète sur Internet qui vous permet de connaître le fonctionnement de chaque outil, de savoir quels paramètres il faut renseigner dans un outil, etc. Donc c'est déjà la fin de la présentation, ça nous amène à la partie questions-réponses. Donc je vais un peu scruter le chat et voir s'il y a des questions qui sont déjà sorties pour y répondre. En attendant,